Bien, bonsoir. Moi, je vais faire une petite présentation, j'espère pas longue. J'ai prévu un petit diaporama avec une petite quinzaine de pages. Bon, je vais voir. En fait, mon histoire, c'est de raconter cette démarche que je vis vraiment dans tous les sens du terme depuis 1995, à savoir celle de l'interprétation acousmatique. Que j'ai voulu vraiment sous-titrer un autre art du spectacle vivant, parce qu'en France, il y a cette appellation spectacle vivant, qui est un terme quasiment administratif, en fait, qui regroupe essentiellement le théâtre, la danse et la musique instrumentale. Et j'aimerais, un peu utopiquement, parce qu'on en est un peu loin, mais que l'interprétation acousmatique puisse en faire partie. Et ça, c'est vraiment un désir totalement personnel. J'ai pas fait de démarche particulière pour ça, parce que ça nécessiterait d'avoir une certaine longueur de bras, si je puis dire, pour insister auprès des instances culturelles de notre pays et faire en sorte que ce métier soit reconnu. Mais bon, petit à petit, peut-être qu'à force de faire des concerts et de transmettre cet art-là. Bref, donc je vais sans doute dire des choses que beaucoup de gens ici connaissent déjà. Mais ce qui m'intéresserait, c'était de vous présenter, comment on peut dire, la logique, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler de logique dans le cadre d'un art, mais quand même, il y a une certaine forme de logique dans ma manière de présenter les choses quand je dois en parler aux gens, et notamment quand je dois le transmettre à des étudiants, puisque j'organise régulièrement depuis 2001 des stages, des masterclass, des cours. Alors, je commence tout de suite avec la première. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une petite présentation de mon propre parcours d'interprète, parce que je ne suis pas que interprète. Voilà, ça fait 22 ans, donc je joue ce répertoire acousmatique stéréophonique en concert, en France, à l'étranger, etc. Divers acousmoniums. Je crois que j'ai passé par toutes les étapes possibles d'un dispositif très rudimentaire de 4 ou 8 enceintes, plus ou moins de briques et de broc, jusqu'à des acousmoniums très conséquents comme celui du GRM ou comme ce soir celui d'Annette de Musique et Recherche, et évidemment celui aussi de Motus, puisque j'ai participé à la fondation des 3 acousmoniums Motus, puisque maintenant on en a 3, un petit, un moyen et un grand, qui ont été mis en place pour pouvoir répondre à différentes demandes en fonction des structures qui peuvent accueillir des concerts acousmatiques, et donc forcément du lieu dans lequel on fait ces concerts. Bref, donc j'ai pu comme ça expérimenter beaucoup de situations différentes, et j'ai été dès le début confronté à cette approche, c'est-à-dire je suis un interprète de répertoire. On me dit tu dois jouer telle pièce, telle pièce, telle pièce, de tel compositeur, de telle compositrice, de tel pays, de telle époque, de telle durée. Et ça, dès le début, j'ai pas du tout été associé à un compositeur uniquement, ou à un style, on pourrait dire, ou à une période. Donc j'ai connu tout de suite la variété, la richesse et la diversité. Ce qui m'amène maintenant à pouvoir... Au début, je comptais. Vraiment, j'ai gardé les premières feuilles de mes 2 premières années, parce qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus compter, mais je marquais systématiquement quel endroit, quelle date, quelle œuvre j'avais joué. Et au bout d'un moment, il y en avait tellement que j'ai arrêté de compter. Donc je pense que je dois avoir largement dépassé le millier d'œuvres exécutées. Ça contient les reprises, hein, parce que j'ai pu jouer beaucoup de fois la même œuvre, par exemple. Par exemple, ce soir, je vais jouer une pièce de Christine Goult. J'ai joué L'heure à l'heure 5 lignes, qui est une autre œuvre de Christine Goult, plusieurs fois. Donc, je comptabilisais aussi le nombre de fois que j'avais joué la même pièce dans des lieux différents, dans des cadres différents. Et j'ai joué à la fois des reprises, des œuvres existantes, et créé moi-même des œuvres, moins souvent, c'est sûr, parce que le rapport n'est pas encore évident, je dirais malheureusement, entre les créateurs, hommes-femmes, et les interprètes. Puisqu'il en existe déjà très peu, donc du coup le lien n'est pas absolument évident. Mais en tout cas, j'ai fait des créations, et pas dans des lieux forcément inconnus. Ça m'est arrivé de créer plusieurs fois des œuvres au GRM et dans d'autres situations du même genre, en France et à l'étranger, au Japon notamment, en Chine aussi. Voilà, et pour moi, c'est vraiment un apprentissage par l'expérience pure, je dirais concrète. Je l'ai mis en italique, parce que quelque part, interprétation acousmatique, pour moi, j'aurais vraiment envie de l'appeler aussi interprétation concrète. Exactement de la même façon que Pierre Schaeffer parlait de musique concrète, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas appris du tout à l'université, au conservatoire. Ça, de toute façon, ça n'existait pas du tout en 1995 dans les conservatoires de façon régulière, et de toute façon, en France, ça n'existait pas jusqu'à 2015. Donc,
par rapport à ce qui est écrit 2 paragraphes plus bas. Bref, donc j'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit, en jouant toutes ces œuvres et en étant coaché de façon extrêmement fréquente, régulière et très poussée, parfois des fois durement, par Denis Dufour, qui a été mon professeur de composition au CNR de Lyon avec Jean-Marc Duchesne il y a 20-25 ans, et qui m'a, je pourrais dire, on pourrait dire vulgairement chopé, parce que je lui ai dit, ces musiques-là, j'ai vraiment envie de les jouer. Il m'a dit, j'ai envie de créer un acousmonium qui soit plus ouvert que simplement un dispositif, parce qu'il avait déjà des enceintes pour lui, qui mettait à disposition des concerts des élèves de la classe du Conservatoire de Lyon. Et puis ce désir de créer une structure, donc il a appelé Motus en 1996, qui se présenterait plus contrairement à ce qu'on connaissait depuis pas mal de dizaines d'années à l'époque, en tant que structure de création, production, mais en tant que structure de diffusion au sens large du terme, puisqu'il y a aussi une partie discographique chez Motus, un label discographique, et donc de proposer un dispositif itinérant, donc un acousmonium, qui s'est étoffé petit à petit. Et au début, il n'y en avait qu'un, il y avait 16 voix, puis ensuite il y en a eu 24, puis ensuite, etc. Puis ensuite, maintenant, il y a donc ces 3 acousmoniums de taille très variable, qu'on peut aussi combiner d'ailleurs entre elles. Et donc j'ai bénéficié énormément de ces 2, 3, 4 années où Denis était derrière moi à me donner systématiquement des retours, que ce soit sur des concerts avec ses propres œuvres à lui ou que ce soit n'importe quelle autre programmation, puisque lui a développé aussi dans le cadre de son travail en tant que directeur du Festival Futura et de Motus, en tant que programmateur de concerts, un travail assez poussé, assez fin sur le choix des œuvres, la combinaison de ces œuvres entre elles, l'ordre, etc. Un peu comme finalement quand on compose une œuvre un peu d'envergure, il envisage souvent ce travail de programmation de cette façon-là. C'est-à-dire que les œuvres ne sont pas choisies au hasard, elles ont un lien thématique entre elles, la durée du concert est aussi prise en compte. Bref, et donc derrière j'avais ce retour où on me donnait le ressenti, disons, que Denis et des gens qui lui avaient parlé avaient eu du concert que j'avais donné. Et ce qui fait que du coup, au début, ça a été très dur parce qu'il a fallu justement faire ce travail de liaison, si on peut dire, entre ce que j'avais l'intention de faire, ce que j'entendais quand j'écoutais la musique chez moi, ce que j'entendais pendant que je répétais et évidemment pendant le concert, et ce que finalement les gens entendaient eux, ce que les gens recevaient. Et au début, ça n'a pas été du tout facile de relier les deux ensemble et finalement de faire justement cette démarche concrète, y compris dans l'interprétation, à savoir cet aller-retour entre je fais quelque chose, mais je suis aussi capable d'entendre ce que je fais quasiment tel que beaucoup de gens l'entendent, si on peut dire. Et donc, du coup, d'améliorer la chose en fonction de ça. Ce qui m'a amené à partir de 2001 donc, à transmettre ce savoir. Il se trouve que, c'est un hasard, mais c'est comme ça. La première fois que j'ai été invité comme professeur, on pourrait dire, d'interprétation, c'est Christine Groult qui m'a invité au Conservatoire de Pantin pour un petit stage de 2 ou 3 jours, un week-end. Et il se trouve que, comme je l'ai écrit dans le texte, depuis 2015, c'est-à-dire il y a très peu de temps, Pantin est le premier, à ma connaissance, j'ai pas encore entendu de gens s'élever pour dire non, moi je le fais avant depuis très longtemps, le premier conservatoire français a proposé un cours régulier. Alors il est que mensuel pour des questions avant tout logistiques, c'est-à-dire qu'un acousmonium ça met du temps à s'installer, etc. Même si le nôtre est assez réduit, qui fait que du coup, comme l'auditorium est utilisé pour d'autres disciplines que la nôtre, on ne peut pas le laisser en permanence installé. Donc du coup, on ne peut le faire qu'une fois par mois, mais c'est déjà quelque chose qui est régulier. Et je vois énormément, alors ça c'est une parenthèse que je rajoute, on a fait un concert au mois de mars, c'est pas le premier concert que je fais depuis que j'ai commencé à faire ces cours d'interprétation réguliers, mais j'étais totalement époustouflé par chez les gens qui avaient suivi ce cours, puisque tout le monde n'a pas la possibilité de venir à chaque fois, la qualité, le résultat de la qualité sur l'interprétation des œuvres. Voilà. Alors après ça c'est la petite présentation personnelle, si je puis dire, mais j'ai mis en rouge ce postulat fondamental qui me semble vraiment... ça conditionne absolument tout. Le travail même d'interprète en général, d'ailleurs, pas seulement en musique acousmatique, en concert acousmatique, c'est-à-dire l'intégration d'entrée. Je pense qu'on ne peut absolument pas faire l'impasse sur le caractère mouvant à la fois du contexte, puisque chaque concert propose s'installe dans des lieux différents la plupart du temps. Le lieu d'écoute qui n'a pas les mêmes caractéristiques, qui est plus grand, qui est plus petit, qui réverbère, qui ne réverbère pas. Je ne vais pas vous faire la liste complète.
et de l'écoute elle-même de l'auditeur. Et ça, qu'on soit en stéréophonie la plus pure, la plus parfaite, la plus insonorisée, la plus directe qui soit, on sait parfaitement que 10 personnes différentes qui écoutent strictement la même œuvre, dans laquelle il n'y a absolument aucune variation autre que celle d'entendre l'œuvre, chacun aura une écoute différente, et qu'en plus, une personne qui va écouter 2 fois de suite, ou pas de suite d'ailleurs, la même œuvre dans les mêmes conditions, ne l'entendra pas de la même façon, percevra plus facilement telle partie ou moins tel autre aspect de la pièce, etc. Le percevra bien à tel moment et moins bien à tel autre. Donc finalement, cet aspect très mouvant fait que pour moi, ça justifie le besoin presque, je dirais, de mettre en relief la musique acousmatique qui, effectivement, on est bien d'accord, est une œuvre fixée, en concert. Et lui donner justement, un peu tout à l'heure, on parlait du rite, Annette avait rappelé cet aspect qui, effectivement, est assez fondamental. Évidemment, il s'agit de le mettre en dehors, je pense, en ce qui me concerne, de toute la tradition religieuse, de quelconque tradition religieuse, mais il y a effectivement ce rapport rituel, d'une façon, c'est-à-dire on dit aux gens, maintenant, vous allez écouter une œuvre, vous allez recevoir une œuvre d'un ou d'une compositeur, compositrice, faites le silence, rentrez dans cette œuvre le mieux possible, et pour vous aider, l'interprète est là, pour mettre en valeur ce travail. Alors, cette démarche, elle part d'un constat aussi, qui est ce manque de recul. Évidemment, ça, je le rajoute, c'est personnel, mais c'est quand même très, très systématique. Je le remarque, quelle que soit la personne, homme, femme, âgé, moins âgé, expérimenté, moins expérimenté. Ce manque de recul qui me semble, moi, complètement légitime du créateur, de la créatrice, lorsqu'il est amené à officier lui-même, elle-même, à la console de spatialisation, puisque c'est finalement la tradition qui s'est imposée d'elle-même pour des raisons que je ne connais pas, parce que je n'étais pas encore dans le métier à ce moment-là, il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Pour moi, le studio, c'est l'antre de la composition. C'est un local qui est confiné, qui a 2 enceintes identiques. Bon, vous avez le texte, je ne vais pas vous le lire en direct, c'est peut-être pas absolument indispensable. Vous connaissez, hein, c'est une écoute extrêmement fine, une écoute frontale. Alors, je parle bien sûr de la composition stéréophonique, hein, puisque c'est mon travail. Je n'interprète pas les œuvres multiphoniques, personnellement. Le temps de travail étant différé, donc on n'a aucun impératif d'échéance ultra serré. Donc ça ne suppose pas de stress d'une manière générale, bien sûr. C'est-à-dire un environnement qui est finalement très confortable, maîtrisable, et donc propice à la création. Et la salle de concert, ce contexte de la représentation, pour moi, c'est exactement, strictement l'opposé. Le lieu change du tout au tout d'un événement à l'autre, ample, très ample, en tout cas par rapport au studio, bien sûr. Plusieurs dizaines d'enceintes différentes, plus ou moins distancées, de rendus divers, fines, voilées, sèches, réverbérées, large spectre, très filtré, frontal, latéral, arrière, etc. Au-dessus, au-dessous, enfin, ça tout dépend des disponibilités de disposition. Et le temps de préparation sur place étant très limité, le jeu en concert se faisant en direct, donc l'impératif du temps qu'on dit réel, je mets entre guillemets, je ne suis pas très fanatique de cette appellation, mais en tout cas on se comprend, qui peut engendrer du stress, qu'on appelle communément chez les instrumentistes le trac, c'est-à-dire un environnement nécessitant donc une grande capacité d'adaptation, très rapide, instantanée presque, aux conditions réelles d'écoute. Ce qu'on demande finalement à n'importe quel interprète en général, vous avez quelque chose à mettre en valeur, vous devez le prendre en compte, donc quelle que soit la chose, c'est-à-dire quel que soit notre propre rapport à la chose, qu'on aime, qu'on n'aime pas, la question n'est pas là, c'est-à-dire qu'on a à jouer le répertoire qu'on nous demande de jouer. Voilà, moi ça me semble assez évident que du coup j'en conclus que le compositeur n'est légitimement pas le plus à l'aise, ça me semble tout à fait normal, je le comprends complètement, dans le cadre stressant du concert, et je dis ça vraiment en connaissance de cause, de gens qui sont venus me dire vas-y, parce que alors moi l'acousmanium, tous ces potentiomètres, j'y comprends rien, il y en a trop. Bon, normal, on ne leur demande pas, enfin moi ça me semble logique de ne pas demander à un compositeur de gérer quelque chose en direct, ça n'est pas son mode d'état d'esprit, si on peut dire naturel, entre guillemets. Ce qui est à l'opposé, effectivement, de l'interprète qui, lui, vit en direct, si on peut dire. Donc ça devient absolument nécessaire, il me semble, surtout que le répertoire depuis 1948 est considérable, et je ne parle que des œuvres stéréo, et que ce répertoire stéréophonique, j'insiste, continue à se remplir jour après jour, hein, dans toutes les classes où on apprend cette musique-là. Donc former des artistes spécialisés, capables de prendre en charge toutes ces données que je viens de citer, et donc de s'habituer à ces conditions bien particulières du concert.
Alors après, j'ai intitulé la deuxième partie de l'œuvre acousmatique à son interprétation, c'est-à-dire, ça c'est vraiment ce que j'appelais tout à l'heure l'histoire de la logique, entre guillemets, de ma démarche, c'est-à-dire comment j'en suis arrivé à faire d'ailleurs à écrire un texte qui s'appelle l'interprétation acousmatique, fondement artistique et technique de l'interprétation des œuvres en concert, que vous pourrez trouver gratuitement en PDF sur le site du GRM. Si vous tapez Acousmonium, Jonathan Prager, interprétation, vous trouverez le PDF. Ça fait une trentaine de pages, c'est beaucoup plus dense que ce que je vais vous dire maintenant, mais il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas encore achevé, il reste une annexe à finir. Bon, moi je pars du principe qu'un interprète acousmatique, s'il n'est pas mélomane, s'il n'est pas passionné d'écoute musicale, je ne vois pas comment il peut faire ce métier-là. Et du coup, en amont de toute interprétation, il y a forcément ce respect absolument incontournable de l'œuvre, la mise en valeur du répertoire acousmatique, avant tout pour le plus grand plaisir des auditeurs, je l'espère en tout cas. Et donc du coup, ma démarche, elle est basée quasi exclusivement sur l'observation, l'analyse des objectifs, le plus objectif possible, de la musique acousmatique. Je pars du principe que je définis 6 paramètres d'analyse. Je ne dis pas que c'est les 6 seuls possibles, hein. Il y a plein de gens qui ont écrit des livres là-dessus. Disons que par rapport à l'interprétation acousmatique, ça me semble relativement correct d'en garder au moins 6, les plus essentiels, la nuance, évidemment le volume sonore, la couleur des sons, le spectre, l'espace que moi je subdivise en 3 catégories, sous-catégories, l'espace géographique, la position, donc où sont les sons, est-ce qu'ils bougent, est-ce qu'ils ne bougent pas, la distance, est-ce qu'ils sonnent proches, est-ce qu'ils sonnent loin, et là je ne parle que de ce qu'on appelle donc, on a nommé tout à l'heure l'espace interne, qui est un terme de Michel Chion, et la densité verticale, c'est-à-dire la sensation d'avoir beaucoup de sources simultanées ou très peu de sources. Et enfin, le 6e paramètre, la densité horizontale, c'est-à-dire comment ces sons s'enchaînent les uns derrière les autres. Est-ce qu'ils s'enchaînent vite? Est-ce que la pulsation est dense et nerveuse? Ou au contraire, est-ce que c'est une pulsation très relâchée, voire quasi inexistante? Et tout ça engendre directement les 6 paramètres d'interprétation que je donne à mes stagiaires. Le jeu sur la nuance qui est directement lié évidemment au potentiomètre de volume qui est celui de la console. La couleur, puisque dans les Acousmonium Motus, qui est on pourrait dire une espèce de mélange, entre guillemets, de la tradition à la fois GRMienne et Bourges, qui était encore beaucoup plus d'ailleurs développée sur l'aspect spectral des sons, puisque dans l'Acousmonium de Bourges, il y avait vraiment beaucoup de haut-parleurs très spécialisés dans le spectre, des haut-parleurs qui ne faisaient que le grave, que l'extrême aigu, etc. Et l'interprète pouvait déplacer le son à l'intérieur de cette densité spectrale, disons. Et donc, la couleur, ça joue à la fois sur, évidemment, les différenciations des différents types d'enceintes dits large bande, dont certains seront plus voilés, plus doux, au contraire plus brillants, plus mordants, mais surtout par le fait d'utiliser des haut-parleurs exclusivement spécialisés dans le grave, dans le médium, dans l'aigu, ce qui me permet de renforcer justement ces valeurs-là qui sont déjà dans la musique quand je l'estime nécessaire. L'espace, évidemment, que je sous-divise de la même façon en 3 catégories, sous-catégories. Donc la position géographique est peut-être le seul paramètre, disons, sur lequel l'interprète, entre guillemets, aurait toute latitude, mais toute, j'aime pas ce mot-là non plus, parce que ça sous-entendrait qu'il ferait ce qu'il veut. L'interprète, pour moi, ne fait pas ce qu'il veut, c'est impossible. Mais par contre, il peut effectivement mettre du son derrière, ce que le compositeur ou la compositrice ne fait pas en studio, puisqu'il a les 2 haut-parleurs seulement devant lui. La distance, l'idée de mettre en évidence ce travail de distanciation qu'on peut faire dans le travail de studio, en superposant des plans différents, en réverbérant ou ne pas réverbérant certains sons. Et la densité, qui est donc cette densité verticale, toujours, la possibilité d'avoir plusieurs sons en même temps. Et donc on retrouve, qu'on développe, disons, qu'on met en relief dans l'acousmonium par l'utilisation de plusieurs paires simultanées, toutes les paires ou seulement 2, qui vraiment donne cette sensation justement d'une densité verticale. Et enfin la vitesse de jeu qui est en fait comment on pourrait dire, un aspect vraiment essentiel de l'interprète, bien que pas perceptible, si on peut dire, directement par l'auditeur, mais sur lequel il ne peut pas faire l'impasse puisque c'est une musique fixée. Donc toutes les articulations, tous les sons, toutes les durées sont définitivement déterminées et qu'on ne peut pas, comme un instrumentiste, bien évidemment, ralentir selon l'humeur ou même accélérer dans l'autre sens. Donc il faut connaître cette densité horizontale pour pouvoir la mettre en valeur correctement. Ensuite, alors après, j'ai développé donc cette technique d'organisation. Moi, il me semble qu'afin de faciliter la prise en main par différents interprètes, ce qui m'arrive régulièrement
soit dans un même concert, soit dans un cadre de concert, comme c'est le cas à Futura depuis très longtemps, où on a une équipe de 7 interprètes, 7-8 interprètes, suivant les années, qui utilisent forcément tous le même dispositif. On ne va pas changer de système d'un concert à l'autre quand on a 3 ou 4 jours de concert qui s'enchaînent, et qui donc, pour en faciliter l'apprentissage, notamment pour les débutants, il m'a semblé évident de systématiser ce dispositif d'interprétation, puisque au départ, il n'y avait pas d'homogénéité. On expérimentait, on faisait des choses soit très classiques, soit très standards, soit au contraire beaucoup plus étranges. Moi, j'ai expérimenté aussi ce genre de choses, où les gens étaient un peu partout, avec des chaises orientées complètement aléatoirement, avec des haut-parleurs aussi orientés aléatoirement, des îlots de haut-parleurs, au contraire des choses plus standardisées, plus classiques. C'est intéressant comme démarche, mais quand on veut transmettre, quand on veut avoir une espèce de récurrence comme ça des paramètres, quand on veut pouvoir faire comprendre ce travail, ça m'a semblé plus important de commencer à systématiser. Et donc assez souvent, j'ai ces 3 catégories, si on peut dire, de dispositions dans l'implantation. 2 couronnes de 4 plans stéréophoniques élémentaires, qui sont tous des larges bandes. La couronne distante, qui est plutôt réverbérante, souvent en indirect, ce que j'appelle la grande couronne, une autre sur le même modèle qui permet d'avoir des sons beaucoup plus précis, donc la petite couronne, mais qui a aussi 4 paires, etc. Plusieurs paires, comme je disais tout à l'heure, d'enceintes dites colorées. Alors, vous lisez le texte, je ne vais pas vous le relire, mais avec des différenciations. Plus on en a, plus on peut faire des étagements comme ça dans le spectre, un peu comme sur un clavier du grave à l'aigu. Mais qui par contre sont toujours, et ça c'est absolument évident, utilisés en supplément des larges bandes et jamais seuls, puisque seuls forcément, étant donné qu'elles filtrent totalement le son dans le grave, dans le médium, dans l'aigu, transforment complètement la musique, ce qui est totalement inacceptable pour moi. Et enfin, plusieurs paires d'enceintes larges bandes que j'appelle des effets. Ça n'a rien à voir avec les effets de studio du genre réverbération artificielle. C'est juste des configurations spatiales moins courantes, plus inattendues, des diagonales, des douches quand c'est possible de mettre les haut-parleurs au-dessus du public, des solistes qui sont des coupes d'enceintes très rapprochées, soit frontaux, soit carrément centraux, c'est-à-dire au centre de la salle, des solistes voire même carrément entièrement monophoniques, dont le son est complètement monophonisé en amont à la console, voire même aussi des couples stéréophoniques frontaux plutôt décentrés, frontaux ou arrière. Alors après, je vous ai mis un petit exemple de ce type de disposition justement pour le festival Futura, où on rassemble les 3 Acousmonium Motus. Donc là, il y avait 113 haut-parleurs en 2015, dans une salle qui est très grande, hein, ça se voit peut-être pas sur le plan, mais j'ai fait donc le repérage en couleur de ces différentes catégories d'enceintes, les couronnes en rouge, etc. Alors du coup, comme on a beaucoup d'enceintes, j'ai fait 3 couronnes, ce qui est extrêmement agréable de pouvoir, sur des œuvres longues notamment, de disposer d'un système avec beaucoup de nuances possibles, si on peut dire, et donc de pouvoir faire des choses extrêmement fines avec des petits haut-parleurs qui sont très proches des oreilles, et dans la même salle tout aussi immense hein, dont on dispose, d'avoir au contraire, on pourrait dire, une couronne beaucoup plus symphonique, beaucoup plus ample, avec toutes les autres catégories, donc d'avoir beaucoup d'enceintes colorées aussi, de pouvoir jouer sur tous les registres, et ces effets divers et variés, les décentrés dont je parlais tout à l'heure. Je suis obligé de passer assez vite. Ça, c'est quelques images de cette année-là, quand on a implanté l'Acousmonium que vous avez vu juste avant sur le plan, avec en bas à droite la photo de la partie analogique du système de projection, c'est-à-dire de la console, puisque vous voyez un peu à droite, on voit un tout petit peu sur le coin en haut à droite de cette photo, le début de la console numérique. Et c'est sur cette grosse console analogique à 48 voix et à côté la petite console à 24 voix qu'on répartit toutes ces enceintes selon un plan que moi j'estime devoir être cohérent par rapport justement à l'implantation que j'ai décrite tout à l'heure. C'est ce que j'ai écrit après justement. La prise en main de la console de spatialisation est grandement facilitée si l'ergonomie est claire et l'organisation des diverses voies de diffusion est relativement évidente. Donc ça suppose une logique de regroupement, un placement selon des fonctions musicales des enceintes, parce que pour moi une enceinte c'est pas un objet, c'est pas une machine, c'est avant tout comment on peut dire, entre guillemets, un serviteur de la musique. Il est là pour jouer, donc il joue comme un musicien, donc c'est plutôt une machine qui a des fonctions musicales. Quand on possède des boutons de fader de couleur, ça permet de les repérer plus facilement. Vous verrez dans la diapo suivante justement le plan de la console que vous avez vu en photo juste avant. D'ailleurs, je vous montrerai après. Juste pour finir sur l'histoire de l'accordage de l'Acousmonium, c'est un terme auquel je tiens beaucoup parce que c'est vraiment comme l'accordage d'un piano ou l'accordage d'un orchestre, préalable et essentiel avant de commencer le concert. C'est une étape un peu technique, mais qui est nécessaire parce qu'elle permet de corriger le rendu spectral du système d'écoute en fonction du lieu, donc de l'adapter au lieu,
et aussi d'harmoniser le jeu des nuances au potentiomètre afin d'avoir, puisque tous les potentiomètres sont les mêmes visuellement et d'un point de vue ergonomique, d'avoir un repère comme ça approximatif. Il n'est pas du tout, je ne fais pas ça au sonomètre, je fais ça à l'oreille, d'où le terme d'interprétation concrète qui me semble très important à ce niveau-là. Que je fais donc dans ces deux étapes, d'abord le spectre et ensuite l'équilibrage des puissances avec les amplificateurs de sortie, afin qu'on sache que le 0 décibel des faders correspond à une puissance à peu près équilibrée à tous les potentiomètres de la console, quel que soit le nombre, et de préférence à partir du centre de la salle. Alors voilà un exemple justement de la répartition de la console que vous avez vue en photo tout à l'heure, et les couleurs que j'ai repris exactement les mêmes que pour la légende en fonction des couronnes, etc. Je suis désolé parce que c'est un papier que j'avais fait pour une conférence à Vienne, en Autriche. Du coup, j'avais marqué des trucs en anglais, puis j'avais pas eu le temps de finir en français. Circle, c'est les couronnes, grande couronne, petite couronne. Colored speakers, c'est les haut-parleurs colorés. Effects, donc ce sont les effets. Attention, ça n'a vraiment strictement rien à voir avec rajouter du délai, de la reverb. C'est vraiment un effet d'espace moins attendu que la configuration classique, une stéréophonie frontale, ou pas frontale, mais en tout cas centrée par rapport à l'axe principal d'écoute. Et il y avait encore 24 voix qui étaient sur une autre console. Alors pour finir, j'avais une dernière partie qui s'appelle l'interprète acousmatique dans son juste, c'est-à-dire rappeler ou dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais des choses qui sont finalement assez basiques, assez communes à tous les interprètes en général, quels qu'ils soient, que ce soit en musique ou dans d'autres disciplines du spectacle vivant. Là, j'ai rappelé ce caractère mouvant du contexte, du lieu d'écoute et de l'écoute, même de l'auditeur. Mais évidemment, dans le cadre de l'interprète en général, il y a ce cadre vivant, c'est-à-dire le jeu en direct, qui forcément est à la fois motivant et en même temps fait prendre des risques, oblige à réagir, à savoir réagir aux aléas, comme une forme de défi. On a quelque chose qui est fixé d'avance et on doit le respecter au mieux avec le dispositif qu'on nous donne, sur lequel on a des fois une action, des fois moins, qu'on a soi-même implanté ou pas du tout, comme c'est le cas pour ce soir. Je n'ai pas pu beaucoup intervenir, ce qui est logique, puisqu'on est plusieurs à travailler dessus, donc c'est difficile de faire des choses très différentes en fonction des gens, puisque les changements de plateau sont forcément très complexes dans le cas d'un acousmonium. Et puis donc rappeler ces spécificités qui sont, à mon avis, plus que séculaires, même plus que millénaires, des métiers artistiques interprétatifs en général, quels qu'ils soient, cette capacité d'adaptation aux aléas, selon la sensibilité, l'humeur, le contexte, les influences culturelles de l'interprète, quelle que soit la combinaison de ces 3 ou 4 d'ailleurs, aspects-là. La dimension morale, esthétique, je rajoute esthétique, ça n'a rien à voir avec la religion ou une quelconque, enfin je pense que vous en doutez, mais par rapport à cette idée de l'œuvre telle que le compositeur ou la compositrice l'a voulu, et ce que l'interprète peut en faire ou a envie d'en faire. Et je dis ça vraiment, d'une part, après beaucoup d'expérience en tant qu'interprète moi-même, en tant qu'auditeur d'interprète, que ce soit le compositeur ou d'autres interprètes à part entière, voir des interprétations très étranges, qui sont plus que des interprétations, qui dépassent largement cette ligne jaune admise, possible, où effectivement, là, je peux comprendre que, d'un autre côté, des compositeurs ou des compositrices aient pu s'insurger contre ce métier d'interprète. Et je le dis, je ne veux pas citer des noms, ça n'a aucun intérêt, mais j'ai vécu, je vis encore un peu ce genre d'attaque qui, pour moi, me semble complètement injustifiée, parce que moi, je viens en disant, vous avez fait une œuvre, je dis vous, les compositeurs, que je trouve absolument géniale. Je n'ai qu'une envie, et c'est l'origine de ma démarche, c'est de la faire entendre au public dans les meilleures conditions possibles. Et qu'on me dise après que l'interprétation, c'est pas bien parce que l'interprète, il change tout, comme si en musique instrumentale, les interprètes changeaient tout le temps, comme si au théâtre, les interprètes changeaient tout le temps, comme si, et ça depuis le début que ces arts-là existent, il y a quelque chose qui me va pas, enfin, ça me pose problème. Alors qu'il y ait des gens, et ça c'est les aléas dont je parle dans le texte, qu'il y ait des gens, et moi y compris, qui soient, des fois pas tout à fait dans la bonne humeur qu'il faudrait pour réaliser une interprétation correcte, mais c'est les risques du métier, et il y a des compositeurs instrumentaux qui sont déjà des fois très bien joués, des fois très mal joués, et c'est pas parce qu'on est très mal joué une fois, 2 fois, 10 fois que notre musique est mauvaise ou qu'on sera toujours très mal joué.
Enfin, c'est très bizarre des fois la façon de fonctionner de certains compositeurs. Bon, voilà, vous avez un peu le reste du texte. Je ne vais pas tout lire parce que le temps passe. En tout cas, il y a cette notion de transmission qui, pour moi, est fondamentale pour le public. C'est un travail vraiment de mettre en valeur, en relief cette œuvre artistique et qui, à mon avis, est essentielle à notre époque où la musique acousmatique, quelle qu'elle soit, multiphonique ou pas, ne bénéficie pas d'une grande couverture médiatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc quand on a la possibilité d'avoir des concerts, autant qu'ils se fassent dans des bonnes conditions, c'est toujours plus appréciable. Voilà, après j'avais marqué d'autres choses, le respect de l'œuvre à nouveau, l'importance capitale du coup forcément de connaître l'œuvre au préalable, analyse graphique, analyse textuelle, etc. Moi j'essaye d'apprendre les musiques le plus souvent par cœur, quelle que soit leur durée, parce que ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise au moment du jeu à la console. Bon, j'avais marqué des choses concernant, c'est plus du détail, concernant l'apprentissage, la méthode d'apprentissage pour les jeunes débutants, enfin quand je dis jeunes, les débutants de l'interprétation. Double but, transmettre le plaisir de la musique, événement unique pour l'auditoire. Et aussi, pour moi, c'est très important cette histoire-là, utiliser l'acousmonium, toutes les possibilités de mise en relief spatial pour faire comprendre la musique. C'est-à-dire vraiment pour mettre en valeur la forme, pour mettre en valeur le discours musical. C'est essentiel et je ne vois pas finalement beaucoup d'autres intérêts à cette mise en espace unique, puisque je ne crois pas qu'un jour les gens disposeront d'un acousmonium, d'un interprète chez eux, dans leur salon, avec suffisamment de haut-parleurs pour avoir une richesse de possibilités. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ce travail-là. Après, j'aurais pu, s'il y en avait plus de temps, comment passer en revue ces stratégies de mise en relief, de composition de l'écoute, comme je dis, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en relief la forme de l'œuvre. J'avais écrit d'autres trucs, mais je crois qu'on n'a vraiment pas le temps de le lire. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le faire parvenir. De toute façon, il y aura un texte qui va être publié à la fin de l'année concernant ce colloque, où je reprendrai ces éléments. Voilà, donc pour finir, je dirais que le concert acousmatique, c'est vraiment l'événement du spectacle vivant, qui est unique dans le temps, puisque quelles que soient les œuvres, même quand c'est des reprises, chaque concert propose une écoute différente, une humeur différente, un contexte différent. Donc singulier dans ses représentations éphémères, d'un art qui est pourtant de support. Et moi, cette a priori dichotomie ne me pose pas de problème. Cette antinomie est pour moi pas antinomique. Je veux dire, si on prend le cadre autant du cinéma ou de la peinture, une peinture, a priori, elle ne change pas en elle-même, en tout cas pas sur quelques jours ou quelques années. Elle change sur des dizaines et des dizaines d'années éventuellement, et encore, elle change. Et encore, on a des moyens maintenant pour la remettre en état, si on peut dire, la restaurer. Et pourtant, elle peut changer complètement de sensation quand on la met dans un contexte particulier ou un autre. Alors certes, il n'y a pas d'interprète vivant, mais il y a de toute façon cette mouvance permanente de la perception qui fait que pour moi, ça justifie la possibilité de réinterpréter une œuvre dite de support. Et ça, seulement accessible grâce à l'écoute. Seulement accessible à l'écoute grâce à la présence de l'interprète et de son jeu vivant sur l'acousmonium, qui pour moi est un véritable passeur, mouvant et émouvant. Ça m'a fait penser à cette pièce de François Bell qui s'appelle Motion, Émotion, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on fait bouger le son dans l'espace, mais de façon émouvante dans tous les sens du terme, afin de faire passer cette œuvre du créateur à son public. Voilà, merci à vous.